la chevauchée fantastique, de quoi va-t-on parler? La mobilité et le transport d'humains comme de marchandises ne comptent pas pour rien dans notre empreinte carbone, comme nous allons le voir. Or, le développement économique de nos sociétés au siècle dernier s'est accompagné d'une réduction massive des distances et d'une explosion des déplacements. Les flux n'ont cessé de s'intensifier. Les externalités négatives en résultant forcément aussi. Tant et si bien qu'aujourd'hui on se demande comment faire autrement, comment concilier intérêt économique et mobilité raisonnée et raisonnable. Quel levier activer pour réduire nos émissions de CO2 sans pour autant rester reclus et recluses chez nous? Collectivités, gestionnaires de flotte, usagers, constructeurs automobiles, comment agir collectivement pour être à la hauteur du défi qui s'impose à nous? Et comment la transition énergétique dessine-t-elle de nouvelles formes de mobilité? Je suis Anaïs Richardin, directrice de la rédaction de Madines, et pour répondre à ces questions et à toutes celles que vous vous posez, j'ai la joie d'accueillir pour cette table ronde Sophie Chambon, directrice RSE et développement durable de SNCF. Bonjour. Elliot Lepers, entrepreneur, designer de politique et militant politique français. Bonjour. Bonjour. Et Julien Honard, fondateur de Klaxit, une start-up de covoiturage. Bonjour. Bonjour Julien. Alors, première question, comme pour la table ronde précédente, pour que tout le monde ici qui nous écoute, et qui d'ailleurs qui nous voit en live aussi, ait le même niveau d'information, quel est aujourd'hui le poids de la mobilité dans les émissions de CO2? Et dans ce chiffre global, quelle est la part imputable aux principaux modes de transport? Alors, le transport est responsable de à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. La grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre est générée par le routier. Donc, je sais que vous poserez une question sur l'avion, mais il faut remettre les choses à leur place. Le premier émetteur de gaz à effet de serre, c'est la route. Ensuite, il y a évidemment les gaz à effet de serre, mais il y a aussi les particules fines. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que ça touche la santé publique. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 50 000 morts prématurées en France à cause de la pollution aux particules. Donc, le transport est aussi à la fois un levier pour améliorer les gaz à effet de serre et donc aller dans la transition, vers la transition climatique, mais c'est aussi un levier pour améliorer la santé publique. Des chiffres à ajouter? Oui, en France en particulier, dans le reste du monde, c'est beaucoup la production d'énergie qui est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre. En France, avec le nucléaire, finalement, c'est les transports qui prennent beaucoup plus de place. Et effectivement, il faut aussi comparer la pollution par kilomètre et derrière l'usage qui en est fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur voiture, même si effectivement un kilomètre en voiture pollue moins qu'un kilomètre en avion. Et il faut aussi, il faut se dire que en France aujourd'hui, on a des trajets internes qui sont faits en avion, par exemple un Paris-Marseille, qui prend 1h30. À ça, il faut rajouter 1 à 2 heures de transport pour aller à l'aéroport, pour revenir de l'aéroport, et que c'est absolument pas comparable avec la pollution d'un train qui va prendre 3h15 pour faire Paris-Marseille. Et donc, la question aujourd'hui qui se pose, c'est de savoir à quoi doit servir l'avion, sachant qu'il faut garder en tête que globalement, il faudrait qu'un Français produise 2,5 tonnes de gaz à effet de serre par an, et que ça, c'est l'équivalent d'un Paris-New York en avion. Donc, il faut avoir des ordres de grandeur comme ça, parce qu'on a beau avoir un mode de vie vertueux toute l'année, le transport est tellement polluant que ça impacte tout notre mode de vie et tout notre bilan carbone sur l'année. Ok, je me permets juste avant de continuer de vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur SparkUp avec le code MADI et si elles sont intéressantes, sinon non, je les poserai moi au fur et à mesure du débat et les plus likées, celles que vous aimerez le plus, seront celles qui remonteront le plus facilement dans mon fil. Pour continuer sur l'avion, c'est quand même aussi le symbole aujourd'hui, c'est ce qui cristallise toute l'éco-anxiété qu'on a autour des modes de transport. On se dit je vais beaucoup moins prendre l'avion. Et il faut dire que pendant longtemps, ça a été un bien de luxe. Alors s'il s'est démocratisé aujourd'hui, il est toujours pas accessible quand même à une grosse partie de la population qui n'a pas les moyens de se l'offrir. Pourtant, c'est le seul mode de transport avec le bateau qui n'est pas taxé, ou en tout cas le kérosène qui l'alimente n'est pas taxé. Est-ce qu'aujourd'hui, refuser de prendre l'avion, c'est un acte militant, Elliot? Je pense que c'est marrant parce que, effectivement, c'est devenu un sujet. C'est-à-dire qu'on a intégré assez récemment que l'avion pollue et que ça a des conséquences de le prendre. Je pense que par ailleurs,
depuis plus récemment, et c'est le fameux Flixskam, c'est un concept suédois qui veut dire la honte de prendre l'avion, ça devient une nouvelle raison, c'est que c'est même au-delà du militantisme, c'est que simplement on n'arrive pas à le faire pour des raisons personnelles, de sincérité avec soi-même, d'alignement avec ses convictions, parce qu'on nous parle de garder le seuil de réchauffement de la surface moyenne de la Terre à 1,5 degré, qu'il faut qu'on ait divisé nos émissions de gaz à effet de serre par 2 ou 3 d'ici 2030. Et donc ça, c'est un récit qui prend de plus en plus de place. On a les grèves des jeunes partout dans le monde. On a l'Australie, l'Amazonie qui sont en feu. Donc effectivement, il y a un récit qui nous fait nous interroger sur nos pratiques. Et aujourd'hui, sur qui prend l'avion, c'est très important de se dire aussi qu'effectivement, c'est une minorité de la population qui l'utilise. En France aussi, il faut toujours garder en tête qu'il y a 30% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Il y a 40% des Français qui le prennent moins d'une fois par an. Et donc, il y a 30% qui le prennent plus d'une fois par an, et sachant que là-dedans, la moitié des transports sont à but professionnel. Voilà. Donc, il y a une division de cet usage-là qui en fait repose sur une minorité qui est plutôt aisée. Ce qui ne veut pas dire que les avions ne sont pas remplis de gens qui veulent voyager pas cher et donc de gens qui ont des revenus faibles, mais sauf qu'ils le prennent très peu régulièrement. Mais effectivement, c'est une grosse partie de l'essor de l'avion aujourd'hui, c'est le low cost, et donc c'est un choix de meilleur marché parce que l'avion reste régulièrement moins cher que le train. Même si on peut comparer avec le prix de la voiture. Réagir évidemment. Ouais. Allez-y. On attend que ça. Déjà, je voudrais m'adresser au public pour vous dire quand même qu'il faut garder à l'esprit que la voiture, aujourd'hui, c'est-à-dire le transport par la route, est déjà représente 80% du transport. C'est-à-dire que on parle de l'avion, mais je pense que c'est un débat évidemment qui mérite une question ou un débat qui mérite d'être posé. Mais la vraie question, c'est l'usage de la voiture. Il y a 33 millions de véhicules en France en circulation. 33 millions, on est 66 millions. Donc un véhicule pour 2 personnes. Ça, c'est le véritable enjeu, c'est le vrai défi qu'il faut regarder en face. Alors, l'histoire du coût, évidemment, de la voiture, de l'avion et du train. Je voudrais vous donner un exemple. Vous allez à Marseille, Paris-Marseille, 775 km. Si vous regardez le coût complet d'un aller simple, Paris-Marseille, en voiture, et que vous regardez l'essence, le péage, l'assurance, etc., tout ce qu'il y a, les réparations, la maintenance de votre véhicule, vous en avez pour plus de 400 €. Vous faites la même chose en train. Je peux vous dire que vous serez largement en dessous. Et d'ailleurs, regardez les offres Ouigo, vous avez des offres à 19 €, 35 €, 50 €. Alors, vous n'avez pas la liberté de vous rendre à Marseille, évidemment, du jour au lendemain, parce que là, vous paierez le prix fort. Donc, ça veut dire évidemment qu'il faut anticiper. Mais si on anticipe, et c'est ça aussi la question climatique, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais aussi s'organiser demain pour être moins impactant. Ça nous demande un effort. Ce n'est pas simple à faire. Il faut s'organiser, en effet, différemment. Et peut-être que cette liberté, comme on l'a envisagée depuis très longtemps, eh bien, il faut la revoir sous un autre angle et se dire, la liberté, ma liberté, c'est peut-être de m'organiser un peu plus à l'avance, mais d'avoir un impact moindre sur l'environnement. Et ça, c'est un acte citoyen. Vous parliez tout à l'heure d'actes engagés ou combatifs, etc. Moi, je pense que c'est tout simplement une façon de penser autrement, notre façon de nous déplacer. Donc 33 millions de véhicules en circulation en France, ça veut dire donc qu'utiliser Klaxit, c'est un acte citoyen. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être nous raconter un peu comment fonctionne Klaxit et quels ont été les éléments de croissance, les chiffres de croissance, partager sa voiture aujourd'hui est nécessaire, sinon souhaitable? Oui, alors on a beaucoup là parlé des transports longue distance, donc nous on est vraiment dans les transports quotidiens, spécialistes du covoiturage domicile-travail. En fait, on crée le transport en commun de demain, là où en fait le bus n'est pas forcément adapté. Donc, on utilise les flux de véhicules existants pour créer ce transport en commun de demain. Et pour nous, il est économique, il est durable. Il doit être aussi fiable et flexible que votre propre voiture, si on veut y arriver. Puisque Sophie Chambon en a parlé, le concurrent, c'est la voiture individuelle, le réflexe qu'on a d'utiliser son automobile sans forcément se poser de questions. Et donc, pourquoi c'est économique? Je vous donne un exemple. Pour nous, le covoiturage doit être au prix du transport en commun. Donc, typiquement en Ile-de-France, si vous avez une carte Navigo, vous avez 2 trajets Klaxit gratuits par jour inclus dans votre abonnement. C'est la même chose à Nantes et c'est ce qu'on est en train de faire dans pas mal d'autres villes en France.
Ensuite, il est durable par définition, puisqu'on utilise un flux de voitures déjà existant et on l'optimise en remplissant les véhicules. Et puis, il doit être aussi fiable et flexible, puisque vous voulez, en fait, si on veut qu'un automobiliste abandonne sa voiture pour passer dans la voiture de quelqu'un d'autre, il faut qu'on lui offre, au-delà d'un prix moindre et d'une durabilité du transport, à peu près des avantages équivalents. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé avec la Maïf une assurance retour. Si vous venez, une garantie retour, donc si vous venez le matin au travail en Klaxit et que dans l'après-midi, votre conducteur annule, eh bien, on va vous ramener chez vous gratuitement et sans avance de frais en Uber, puisque c'est un partenariat également avec Uber dans les villes où ils sont présents. Et donc ça permet vraiment de vous garantir que si vous basculez sur le covoiturage, vous aurez une garantie qui est celle que si vous aviez pris votre propre voiture. Uber ou taxi? Uber ou taxi. On peut refuser de prendre un Uber? Parce qu'on parle de militantisme là, donc... Ouais, alors pour le coup, là on va un peu loin, puisque vous êtes quand même quelqu'un qui vous déplacez en covoiturage, donc en fait, ceux qui sont moins vertueux, c'est quand même tous ceux qui sont tout seuls dans leur voiture, et vous, on vous offre une garantie qui est Uber. Pourquoi? Parce qu'ils sont présents dans plus de 15 villes en France et qu'ils ont un service hyper fiable et qui nous permettent d'avoir une facturation centralisée, ce qui fait que vous n'avancez pas les frais. Mais dans les villes où ils ne sont pas présents, du coup on fonctionne avec des taxis, mais là vous êtes obligé d'avancer les frais, de vous faire rembourser après. Okay. Et est-ce que les citoyens et les citoyennes sont prêts et prêtes à faire les efforts nécessaires pour prendre plus le train ou le covoiturage? On parlait des offres low cost qui sont certainement une manière d'inciter à prendre le train, mais est-ce que vous avez des chiffres sur la croissance ces dernières années de la fréquentation des trains? Oui, la fréquentation des trains augmente. Alors elle augmente bien sûr, mais à peu près 3% par an. Donc merci de prendre davantage les transports en commun, les transports partagés, dont le train. Ça ne suffit pas, parce que en fait, en moyenne, sur tout le territoire, alors il faut regarder les TGV, les RER, les trains régionaux, en moyenne, ils sont occupés à 45%. Donc 45%, il y a encore une vraie marge de manœuvre. Alors, c'est vrai, on me dit souvent, mais pour rendre le train plus attractif, il faut qu'il soit moins cher, plus fréquent, plus fiable, qu'on y prenne plus de plaisir, etc., etc. Donc, évidemment, SNCF a son rôle à jouer là-dedans. Mais ça ne suffira pas, parce que même avec des prix quand même qui défient toute concurrence, quand on regarde les transports en commun par rapport à nos voisins britanniques, par exemple, eh bien, je peux vous dire qu'en Ile-de-France, les transports quand même en commun défient toute concurrence. À cause de la privatisation notamment. La privatisation des trains en Angleterre a fait augmenter le prix des abonnements annuels de 27%. Absolument. Mais lorsque vous prenez le train aujourd'hui, l'État, les collectivités locales et territoriales prennent une grande partie du prix, en fait, à leur charge. Mais finalement, derrière tout ça, derrière l'État, derrière les territoires, c'est vous qui payez. Donc, en fait, quand vous utilisez le train, quand vous utilisez les transports en commun, vous utilisez quelque chose que vous financez déjà. Donc, tout l'intérêt, vous récupérez finalement du pouvoir d'achat quand vous utilisez ces transports que vous utilisez déjà. Quand vous utilisez votre voiture, vous utilisez en fait de l'argent, vous dépensez de l'argent en plus. Donc, ça veut dire que même si les trains étaient gratuits demain, quoi qu'il arrive, on les paye de toute manière. La gratuité n'existe pas. Hein, ça, c'est un tour de magie, un tour de passe-passe. Alors, on peut y croire, on peut se faire plaisir, mais dans la vraie vie, non. D'autant qu'on investit chaque année 2 milliards d'euros, par exemple, pour entretenir les autoroutes, alors qu'elles étaient censées se financer par les concessions, et qu'on a privatisé les autoroutes dans les années 2000, et que maintenant, les autoroutes, elles viennent concurrencer des lignes de train. Et c'est important aussi de distinguer l'usage du train qui est fait. C'est que le principal usage du train, c'est les petites lignes. Ce ne sont pas les TGV. Les TGV, c'est 10% des trajets, si je ne me trompe pas, 9,8. Alors moi, je n'ai pas les mêmes chiffres. C'est pas grave. Parce que ça dépend si on parle des trajets ou du nombre de personnes. Oui, de toute façon, le débat des chiffres, okay. Voilà, il y en aura toujours. En tout cas, c'est très minoritaire. C'est-à-dire que la plupart des gens, la plupart des billets de train qui sont achetés, c'est sur des trains régionaux, quoi. Et ces trains-là, pour autant, ils ont beaucoup moins d'investissement. Et on ferme des lignes de plus en plus. Donc, il y a des horaires en moins. Il y a des réaménagements des horaires. Il y a des lignes, tout simplement, qui sont plus desservies. Il y a 30% du réseau, 30% du nombre de kilomètres de rails qui ne voit passer que 1% des trains chaque année. Donc ça veut dire qu'on a énormément à faire. Le nombre de trains qui passent par kilomètre en France, il est 3 fois inférieur à ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple, ou à ce qui se passe en Angleterre. Donc ça veut dire on a une marge de développement de l'usage du train qui est absolument colossale et qui permettrait de répondre à la fois à l'usage de la voiture et à la fois à l'usage de l'avion. 5 millions de personnes transportées chaque jour. 5 millions, 3,5 millions en Ile-de-France et 1,5 million dans le reste de la France. Alors, c'est vrai que ça nécessite de se poser la question des moyens.
je crois que c'est de 90, donc en 25 ans, de 1990 à 2015, il y a eu 400 milliards investis dans les transports, 70% sur la route. Alors, c'est vrai, on dit, le train, l'infrastructure, ça coûte cher, l'infrastructure du train, et puis ces trains qui vieillissent, mais à un moment donné, c'est un choix politique. C'est-à-dire que, quand même, quand on se dit que 70% des investissements vont à la route, c'est bien qu'on souhaite aussi favoriser la route. Alors, en même temps, le train ne va pas partout. Donc on est bien heureux d'avoir justement des initiatives telles que Klaxit pour proposer des offres de covoiturage. Mais il faut garder à l'esprit que le train et les transports en commun constituent l'épine dorsale. Et c'est avec cette épine dorsale qu'on arrivera à évoluer vers une véritable... opérer la transition, transformer les choses, vous donner à la fois plus de praticité dans les transports, plus de plaisir aussi, parce que si vous expérimentez le train, en général, vous y prenez du plaisir. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut omettre aussi de dire, parce que 139 heures en moyenne passées dans les embouteillages par Français chaque année, c'est pas mal quand même. Donc ce plaisir, si vous pouvez le basculer vers le train, je pense que vous y gagnerez. Et alors, on parle justement du financement des collectivités. On parlait pendant cette table ronde donc, de l'adoption de nouveaux modes de mobilité et des collectivités qui avaient financé une bonne partie, évidemment, des transports publics. Comment ça s'est passé dans le cadre de Klaxit, puisqu'on a, vous le disiez, 2 trajets par jour inclus dans le pass Navigo. Est-ce que la voiture personnelle partagée peut demain être le transport public le plus utilisé ? Alors c'est justement ce qu'on est en train de faire et ce qui a été acté par la nouvelle loi qui vient d'être votée, la loi d'orientation des mobilités. En fait, on a réfléchi avec le gouvernement, le Parlement, de savoir comment on fait de la voiture un transport en commun et on exploite finalement ces investissements routiers qui ont eu lieu en mutualisant les voitures. Et donc en fait, cette nouvelle loi, elle applique les recettes qui ont marché pour le transport public sur le covoiturage. Donc elle donne la possibilité aux collectivités de subventionner les trajets en covoiturage, donc comme c'est le cas en Ile-de-France, à Nantes, pour nous aussi à Poitiers, à Clermont-Ferrand, dans pas mal de villes qui s'y mettent là, et aussi aux entreprises de rembourser les frais de covoiturage comme elles le font sur le transport en commun. Faut savoir que le transport public quotidien en France, c'est à peu près 70% de subventions publiques, ce qui fait qu'on a des tarifs très bas et que effectivement ça a permis de les développer beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Et donc on veut appliquer cette même recette au covoiturage et ça marche puisqu'en fait on va dire que les collectivités ont pris le mouvement à partir de 2017, donc certaines n'ont pas attendu la loi d'orientation des mobilités et avaient démarré des expérimentations avant. En 2019, nous, Klaxit, en termes de volume de trajets réalisés, on a fait x5. En gros, on est passé de dizaines de milliers de trajets réalisés par mois à plusieurs centaines de milliers et ça continue à augmenter. Donc effectivement, on est en train de passer à des volumes qui sont conséquents, avec aussi un effet bouche à oreille et réseau qui se crée. Et donc voilà, on est en train de le créer, ce nouveau transport. On n'est pas du tout encore aux millions de personnes qui sont transportées par le train tous les jours. Mais par ailleurs... Vous en êtes à combien du coup ? Plusieurs centaines de millions, de milliers, pardon, par mois aujourd'hui. C'est voilà, c'est un peu les chiffres du secteur. Et pour le coup, je vous rejoins, on est très complémentaire au transport de masse. Par exemple, à Nantes, on a développé de l'intermodalité. Donc en fait, vous venez en covoiturage jusqu'à un parking relais et vous finissez en centre-ville via le tram. Et on vous fait le calcul d'itinéraire et il y a une tarification 100% intégrée. Donc c'est hyper simple, on vous indique comment le faire, vous n'avez pas à payer en plus. Et donc c'est ça qui va vraiment permettre... en combinaison avec les transports publics existants, de développer massivement cette pratique. Peut-être un petit coup de cocorico aussi qu'on oublie souvent de se dire parce qu'on aime bien se flageller en France, mais on investit, la dépense publique elle est très faible en France par rapport à d'autres pays européens, c'est 400 000 € par kilomètre par an, c'est 1 million en Suisse par exemple. Et par ailleurs le BCG fait son European Rail Index régulièrement et la France est première sur la ponctualité et le rapport qualité-prix sur le train. Donc il faut aussi se dire qu'on a une situation qui est extrêmement avantageuse sur le niveau de train qu'on a. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est bien pire dans les autres pays et notamment en Angleterre.
Ok. Et alors, justement, pour rebasculer sur le train, Elliot, vous montriez la carte du réseau ferré en 1920, comparée à la carte du réseau ferré aujourd'hui. On peut y voir que le maillage est aujourd'hui nettement plus faible qu'au début du siècle. Pourtant, il semblerait bien évidemment que le train soit un moyen efficace de réduire notre empreinte carbone. Alors, quelles sont les actions mises en place par la SNCF pour que davantage de Français utilisent le train? On parlait de 3% d'augmentation par an, mais il faudrait peut-être que ce chiffre explose. Devez-vous créer de nouvelles lignes, renforcer les lignes existantes, aligner un peu les prix, enfin en tout cas baisser les prix? Quelle est la stratégie de SNCF? Alors, vous parlez de la carte de 1920, SNCF est née en 1938. Donc bon, déjà, il faut connaître l'âge de la SNCF pour pouvoir le dire. Et 40 000, il y avait 40 000 km de lignes. 40 000 km de lignes, bon, ça s'est réduit progressivement. Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes qui servaient, qui étaient très peu utilisées. Des lignes uniques. Donc, globalement, on est passé à 30 000 km de lignes, c'est vrai, ça a été réduit. Mais entre-temps, je pense que le nombre de kilomètres de route aussi s'est largement développé. Hein. Aujourd'hui, on a 1,1 million. Oui, c'est ça, 1,1 million de kilomètres de route. On a 30 000 kilomètres de lignes. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre. En revanche, vous avez raison, il faut déjà que les moyens que nous mettons à disposition des citoyens leur permettent de se déplacer. Le train ne peut pas aller partout. Donc je pense que étant de nouvelles lignes, vous savez, étant de nouvelles lignes, ça coûte 1 million d'euros du kilomètre. Ça coûte cher aux citoyens. Donc est-ce que la question, ce n'est pas plus, entretenons notre réseau? C'est vrai qu'il y a eu une véritable priorité qui a été donnée à la grande vitesse. Et finalement, la grande vitesse, c'est aussi l'avenir, hein, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra, on en parlait tout à l'heure, rejoindre les grandes métropoles européennes, hein, à la place de l'avion. Et je pense que dans un deuxième temps, il faut développer les mobilités complémentaires. On ne va pas faire des gares, ça coûte partout. Il y a 3000 gares déjà en France, 30 000 km de lignes. Je pense que c'est bien, il faut entretenir ce réseau. Aujourd'hui, quand même, vous en avez certainement à côté de chez vous, il y a 1600 chantiers de rénovation de lignes. 1600 chantiers, c'est énorme. Donc ça montre bien qu'il y a un véritable effort pour rendre le train plus attractif, pour faire en sorte que les trains roulent soient plus à l'heure. Alors c'est vrai que par rapport à nos voisins, aller aux Pays-Bas, je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus sur la ponctualité. Mais on regarde rarement dans le pré du voisin suffisamment pour se comparer. On regarde dans le pré du voisin quand on pense que c'est mieux. Mais finalement, regardons et faisons un petit cocorico. SNCF doit progresser. C'est certain, hein, il y avait évidemment des axes de progrès, mais on y travaille, donc voilà. Je rebondis, la clé c'est vraiment la multimodalité, c'est-à-dire de pouvoir utiliser plusieurs modes de transport vertueux et combinés. En fait, il est complètement illusoire de se dire qu'on aura les moyens de mettre des lignes de train et des lignes de bus partout. Et en plus, c'est complètement idiot puisqu'on a déjà des voitures qui circulent. En réalité, il faut mieux les exploiter. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Si vous prenez un bus en zone périurbaine, le covoiturage pour une collectivité, c'est 2 à 5 fois moins cher, en le subventionnant et en payant l'opérateur. Et donc, c'est beaucoup plus vertueux d'utiliser le covoiturage sur le périurbain, de le faire en correspondance avec des lignes de transport public massives, parce que par exemple, au coût voyageur, bien sûr, un RER A est beaucoup moins cher que du covoiturage, puisque là, il transporte des millions de personnes sur une infrastructure ultra optimisée. Mais par contre, quand vous êtes en zone périurbaine ou peu dense, là, la voiture a vraiment un intérêt, et même si la collectivité la finance, ça reste beaucoup moins cher que du transport public. En réalité, c'est la seule manière, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, d'apporter du transport public dans ces zones-là à des gens qui en demandent et qui en demandent très fortement et toujours, avec des distances domicile-travail qui augmentent et des prix du carburant qui vont augmenter. On ne pourra pas amener du bus, on ne pourra pas faire baisser les prix du carburant. Par contre, on peut optimiser la route et en faire quelque chose de joyeux. Nous, on met les gens en relation, donc il se passe des choses dans les voitures. Notre slogan, c'est réenchanter les trajets quotidiens. Donc, c'est pas vous allez devoir mutualiser vos voitures. Nous, on veut le faire d'une manière positive. Et effectivement, si on n'arrive pas à le faire d'une manière positive, si tout le monde s'y met pas, on va avoir des péages urbains dans tous les sens, des taxes partout, parce que de toute façon, il n'y aura pas assez d'espace public pour que la ville puisse continuer à croître et grandir. Et puis quand on développe une offre de transport, eh bien, elle est utilisée. À Paris, il n'y a qu'une personne sur 10 qui va au travail avec sa voiture. Et parce qu'il y a plein d'offres pour se déplacer autrement. Et d'ailleurs, dans cette personne sur 10 qui utilise sa voiture, effectivement, pour 80% d'entre elles, c'est une voiture où il y a une seule personne dedans.
Et donc, ça veut dire qu'il y a un gros enjeu à optimiser le transport et le nombre de passagers, parce que c'est ça aussi qui fait baisser eh bien, l'impact, le bilan environnemental de chacune de ces voitures qui roulent. Après, peut-être que c'est vrai, vous avez raison aussi, on a envie qu'il y ait plus de trains parce que c'est pratique. Quand on a un train à côté de chez soi, qu'il est régulier, à l'heure, agréable, confortable, qu'on y rejoint des personnes qu'on connaît parce que c'est notre trajet quotidien, il y a un côté très agréable. Mais quand ce train, qui comprend 5 rames, comprend 20 ou 15 personnes, c'est un coût énorme. Donc il y a un moment donné où il faut avoir un discours un peu rationnel en se disant, bon, est-ce que je maintiens ce train qui coûte une somme exorbitante à la société, ou est-ce que j'essaie de mettre des bus? Et là, c'est vrai qu'au kilomètre, aux voyageurs, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de particules sera certainement moins importante qu'en ayant un train qui roule quasiment à vide. Maintenant, alors on me pose par exemple la question aussi de certaines lignes qui ferment. Nous ne sommes pas les uniques décideurs. Les collectivités locales et territoriales, l'État a aussi un rôle à jouer. Mais le meilleur moyen de faire vivre une ligne, c'est de la remplir. C'est-à-dire que combien de personnes, enfin moi je vois même en région parisienne, qui au lieu de prendre les transports en commun, au lieu de prendre le train, etc., se disent bah, ma voiture c'est plus confortable, d'accord, mais il y a un moment donné où il faut aussi se poser la question, et c'est ça la question aussi de la transition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter que cette situation est difficile à vivre, c'est pas facile de changer, c'est pas facile de rentrer dans une logique qui n'était pas celle qu'on a adoptée jusqu'à présent, mais on peut contribuer par un geste quotidien, même si c'est pas chaque jour qu'on prendra le train, on le prendra une fois par semaine au départ, on laissera sa voiture voilà, une fois déjà par semaine, puis après 2 fois, etc. Il faut se pencher là-dessus, se dire oui, c'est pas simple, mais à mon niveau, je peux aussi contribuer à faire en sorte que le train soit plus utilisé, à utiliser peut-être mon vélo. Par exemple, vous voyez, on me pose souvent la question du vélo. Aujourd'hui, il y a 21 000 emplacements à peu près en France. Donc, vous voyez, il y a 3 000 gares. C'est pas énorme. Donc là, on va passer à 30 000 emplacements de vélos en gare. C'est pas encore suffisant, mais c'est mieux. Mais vous savez qu'à peu près, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en mesure, qui habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. Ils peuvent aussi faire une partie à vélo. Donc, et d'ailleurs, on le voit avec les grèves. Hein, malheureusement, je suis désolée, ça a été aussi la vertu des grèves de voir qu'on pouvait aussi se déplacer davantage à vélo. Alors, pas toujours dans les meilleures conditions, malheureusement, en région parisienne. Mais on voit bien qu'il y a aussi d'autres façons de faire, de penser. Et je pense que les personnes qui ont adopté le vélo pendant ces grèves ne repartiront pas tous dans les transports en commun ou en voiture parce qu'ils ont aussi découvert qu'ils pouvaient agir autrement. Au final, merci SNCF. Je n'irai pas jusque-là quand même. Non, je ne suis pas allée jusque-là. Moi, j'ai une question là-dessus. Alors, c'est vrai, il y a 58% des gens qui habitent à moins d'1 kilomètre de leur lieu de travail qui y vont en voiture. Il faut quand même se dire. Et là, on a un effort à faire de sensibilisation, c'est énorme. Mais il y a aussi une politique de la SNCF depuis plusieurs années d'extraire les gares des centres-villes. Il y a le fiasco de la Mogère à Montpellier, il y a Avignon TGV, Valence TGV. Maintenant, il y a Benjamin Griveaux qui propose de déplacer la gare du Nord à Aubervilliers, si je ne me trompe pas. Et donc, ça veut dire que les gares sont beaucoup moins accessibles. C'est-à-dire qu'il faut construire de nouvelles infrastructures de transport en commun. Et ça veut dire que ça devient presque comme les aéroports où il faut 1 heure de transport pour y aller, alors qu'actuellement, les gares, elles ont l'avantage d'être à proximité de là où on habite, très accessibles. Et cette politique-là, est-ce que c'est pas un problème pour faciliter l'usage du train? Alors c'est vrai, il y a les gares du transport du quotidien et il y a les gares TGV. Par exemple, vous avez à Aix, à côté d'Aix, il y a la gare TGV et puis il y a la gare au sein d'Aix-en-Provence. Donc c'est vrai que ce sont 2 gares différentes qui demandent des infrastructures différentes et pour aller vite, eh bien, il faut évidemment tracer les lignes les plus droites possibles et passer par les villes et toute la conurbation autour des villes. Ça pose des problèmes de temps, c'est beaucoup plus coûteux, etc. Donc il y a des paris qui sont faits. C'est vrai que ça peut parfois compliquer les choses et vous avez raison, s'il faut rejoindre la gare TGV en voiture, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc tout ça doit s'inscrire dans une démarche, dans un schéma aussi régional pour que les transports favorisent l'accès aux transports en commun. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a une problématique d'urbanisme qui est bien plus large que ça, en fait. C'est que l'enjeu derrière la mobilité, c'est évidemment la connexion, sauf qu'on voit que la manière dont sont développées les villes, et d'ailleurs même les zones rurales, hein, c'est qu'on a créé des espaces très cloisonnés, la zone d'habitation d'un côté, la zone de travail de l'autre, une zone commerciale encore plus loin. On a créé des distances, en fait, là où tout devrait juste être à portée de pied. Du coup,
comment est-ce qu'on peut parvenir à une mobilité raisonnée quand tout a été pensé pour être déconnecté et justement encourager l'utilisation de la voiture? Ah mince. Je ne sais pas si tout a été pensé comme ça. Je pense que peut-être les choses n'ont pas été pensées d'une façon, comment dire? Je pense que quand ça a été pensé, n'ont pas été intégrées toutes ces externalités dont on prend pleinement conscience aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a privilégié la liberté, la spontanéité, le côté un peu individuel. Et là, à un moment donné, on regarde les choses qui arrivent comme une sorte de lame de fond en se disant « Oula, mais les choix qu'on a faits là depuis des décennies, est-ce qu'on a bien réfléchi à ce que ça voulait dire en termes de congestion, en termes de gaz à effet de serre, en termes de pollution, en termes d'accidentologie, etc. » Et là, évidemment, il faut commencer à faire marche arrière ou marche avant d'une autre façon. Mais c'est vrai que je ne pense pas que ça a été fait délibérément pour donner plus de place à la voiture. Je pense que ça a été sans doute mal pensé parce qu'on n'a pas intégré un certain nombre de facteurs. Mais aujourd'hui, il y a certaines décisions, vous parlez du transport, mais dans le domaine financier, on voit bien que maintenant, la sphère financière se remue pour intégrer d'autres externalités que uniquement la performance économique. Dans les investissements, eh bien, on regarde maintenant l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, l'impact que ça peut avoir sur les emplois, l'impact que ça peut avoir sur le tissu économique local. Ces éléments-là, on ne les regardait pas avant. Donc c'est vrai que malheureusement, on attend que la lame de fond arrive d'un peu trop près pour réagir, mais enfin, il est temps maintenant, on en prend pleinement conscience, donc il faut essayer de faire un revirement. Mais il ne faut pas tout attendre, c'est vraiment le message en tout cas que je voudrais passer à la salle, il ne faut pas tout attendre de l'autre, pas tout attendre de l'État, pas tout attendre de l'entreprise, il faut aussi attendre de tous ces acteurs-là, mais de soi aussi. Quand je vais aujourd'hui, moi, mon travail tous les jours, évidemment je pourrais prendre la voiture. Alors vous allez me dire, vous travaillez à la SNCF, alors évidemment, vous prenez les transports en commun. Non, je n'ai pas attendu de travailler à la SNCF pour prendre les transports en commun. Alors oui, c'est vrai que quelquefois la voiture, ça serait plus sympa, plus pratique, j'écoute ma petite musique, mon podcast, etc. Oui, mais bon, voilà, il faut faire des choix. Donc cette lame de fond qui arrive, eh bien, on la regarde, on en a pleinement conscience, et on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le thème, c'est l'éco-anxiété. Eh bien, finalement, le meilleur moyen de quitter l'éco-anxiété, c'est de regarder finalement ce qui génère cette anxiété, de l'intégrer pleinement, de la digérer, de se dire, voilà, comment je vais pouvoir en sortir? Et je pense que l'action, au quotidien, aussi petite soit-elle, pourra contribuer au résultat de demain. Alors, il faut faire ce choix, mais encore faut-il pouvoir faire ce choix. Parce que quand on est dans des territoires ruraux qui sont excentrés, compliqué quand même de faire autre chose que de prendre sa voiture. Du coup, est-ce que Klaxit, dans ces cas-là, est-ce que vous êtes bien présent, est-ce qu'il y a un gros maillage territorial, et est-ce que vous êtes présent dans les territoires ruraux? Oui, justement, la clé pour réussir à mailler le périurbain, en fait, pour nous, c'est de passer par les entreprises. En fait, le point d'arrivée. On va développer à partir des entreprises donc, qui rassemblent des centaines, des milliers de personnes au même endroit ou sur des zones d'activité et qui ont des itinéraires et des horaires en commun. C'est par là qu'on crée le réseau. Donc on a aujourd'hui plus de 250 entreprises qui sont clientes en France. On a plus de la moitié des sociétés du CAC 40 clientes. Donc ça c'est important pour nous parce que c'est des énormes pourvoyeurs de salariés. Et donc à partir de ces grosses entreprises, on développe des maillages pour toutes les PME en fait autour. Et typiquement, on a créé un réseau qui fonctionne très bien dans la vallée de l'Arve, par exemple en Haute-Savoie. Alors vous avez Somfy 1500 salariés, mais vous avez des PME du décolletage qui font de 30 à 150 personnes. Et toute la vallée est maillée avec tous les villages perchés parce que on a l'ensemble des employeurs en fait qui sont partenaires, qu'on aide à faire la communication auprès de leurs salariés. Et c'est comme ça qu'on maille. On a aussi démarré une expérimentation en Ardèche, à Privas, à Lunéville au sud de Nancy, à Lannion en Bretagne. Donc voilà, toutes ces villes, petites villes ou moyennes villes, on sait aussi les cibler et ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien quand on passe justement par les entreprises. Et alors il y a une question du public, superbe initiative, Klaxit, donc déjà bravo, qui se demande comment ça fonctionne en termes de business model. Alors vous avez parlé de la part apportée par les entreprises et par les collectivités. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus le business model de Klaxit? Ouais. Donc en fait, aujourd'hui principalement, nos revenus, c'est justement ces entreprises clientes. C'est 80% de nos revenus aujourd'hui, 20% sur les collectivités. Ces entreprises, en fait, donc Klaxit est une application qui est disponible partout en France, que tout le monde peut utiliser. Mais si vous êtes salarié d'une entreprise
cliente, eh bien vous avez des avantages, notamment la garantie retour dont je parlais tout à l'heure. Elle est accessible aux entreprises partenaires. Vous pouvez aussi vous reconnaître entre collègues, donc ça crée la confiance et ça permet de développer plus le covoiturage. Et nous, de notre côté, on accompagne l'entreprise dans toute la communication et la valorisation du système de covoiturage. Donc en fait, ça permet de mieux recruter, mieux fidéliser, puisqu'en fait, ces employeurs sont dans des zones où le transport public est assez peu développé. Et donc, typiquement au Technocentre de Renault, qui est un de nos clients historiques depuis 2014, tous les entretiens d'embauche vous sont proposés la solution Klaxit pour venir au Technocentre, puisque par exemple, un Levallois-Guyancourt, vous mettez 1h30 en transport, 3/4 d'heure en Klaxit, et donc 1h30 de gain par jour au lieu de faire 3 heures de transport, c'est une clé pour recruter, pour fidéliser. Ok, le covoiturage au service de la marque employeur. Exactement. Ok, très bien. Et puis on optimise aussi les places de parking, puisqu'évidemment des covoiturages, c'est des voitures en moins sur les parkings, avec le foncier qui est de plus en plus cher. Donc ça c'est important, et là plus quand on se rapproche en première couronne parisienne. Et puis après avec les collectivités, là le modèle est différent. On fait de l'intégration technologique, puisqu'on est capable de combiner transport en commun et covoiturage techniquement et sur leurs propres applications des collectivités, pour vraiment intégrer le covoiturage comme des nouvelles lignes de transport public. Et donc ensuite, la collectivité subventionne une partie des trajets et Klaxit prend une commission sur chaque trajet réalisé. Donc comme une plateforme classique, mais commission qu'on ne facture pas à l'usager, mais qu'on facture au tiers qui finance le trajet, en l'occurrence principalement la collectivité. Ok, merci beaucoup pour ces explications. On a une question qui a pas mal de votes aussi. Pourquoi la SNCF ne reviendrait pas au tarif unique pour un trajet ? Écoutez, je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je pense que de toute façon, c'est vrai que le tarif est probablement un élément accélérateur. Ça ne suffit pas, même à bas prix. Alors, on voit quand même que ça a un effet amplificateur. On voit bien qu'avec les offres Ouigo à 19 €, vous avez entendu parler certainement de la vente la semaine dernière de nombreux billets vendus à 35 €. Je pense que ça accélère évidemment l'usage du train, ça le favorise. Maintenant, ce n'est pas l'unique critère qui conduit à la décision, mais c'est quand même un élément important à prendre en considération. Donc le tarif unique, alors je ne sais pas, je n'ai pas lu la question dans son intégralité. Est-ce que ça veut dire tarif unique au kilomètre, ou ça veut dire que j'aille à Paris, Marseille, à Rennes ou à Lyon, ça soit le même prix? Alors ça, je n'ai pas tout à fait saisi la question, c'est au kilomètre. Je pense que c'est les tarifs pour un même train qui va à la même destination, qu'on ait des tarifs très différents selon la date à laquelle on le prend, selon juste en fait, un mois avant ça va être 55 €, 3 semaines avant ça va être 75 et alors, je pense que de toute façon, il y a les TGV. Les TGV, vous savez, ne sont pas soumis aux mêmes règles. Les subventions de l'État ne sont pas du tout la même pour les TGV que pour les trains régionaux. Maintenant, avec la concurrence, il va certainement y avoir aussi des éléments qui iront dans le sens aussi d'une baisse des tarifs, mais aussi de changement en termes de services offerts. Parce qu'il y a un moment donné où il y a des coûts, il y a des gens qui travaillent derrière, il y a une infrastructure à entretenir, il y a des trains à rénover. Donc évidemment, il y a un coût derrière tout ça. Donc il y aura certainement un effort qui sera fait sur le prix, mais il faut quand même derrière s'assurer que l'activité du train soit rentable. Et donc la concurrence arrive. On verra à quel point ça tirera les prix vers le bas. Mais tirer les prix vers le bas, il faut que ça aille aussi dans le sens du confort, de la sécurité, de la ponctualité et de la qualité de service. Donc tout ça, c'est un équilibre avec en plus, vous parliez des questions environnementales, climatiques, etc. Il faut aussi être vigilant à ça. Ça coûte cher aussi de passer de train diesel à train qui utilise des agrocarburants, à l'hydrogène, etc. Ce sont des paris nécessaires, on en a besoin, mais derrière, ça veut dire qu'il faut rénover les trains ou changer de train, et ça a à nouveau un coût. Voilà, donc comment on intègre tout ça pour avoir un tarif bas qui soit alors unique, comme là il était évoqué? C'est une équation compliquée à mettre en œuvre. Donc je pense que évidemment SNCF se penche sur ces questions et nos concurrents se les poseront également. C'est pas une équation simple, voilà, donc il faut qu'on travaille à la résoudre. Ok. Merci beaucoup. J'ai une dernière question parce qu'on arrive en fin de table ronde. Les récits de science-fiction ont beaucoup dépeint des ciels saturés de voitures volantes, des axes de circulation engorgés et anarchiques. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la mobilité du futur sera tout autre et qu'on s'est bien planté sur toute la ligne en science-fiction en tout cas? Chacun répond à sa façon.
Oui, alors voiture volante, je ne sais pas. Voiture autonome dans quelques années, probablement. Sachant qu'en fait, la voiture autonome ne résout pas grand-chose dans l'équation. C'est-à-dire que si on est tout seul dedans, ça ne fonctionne toujours pas. Donc je pense que, je ne sais pas si ça sera anarchique, ça sera toujours en tout cas très dense, puisqu'en fait les grandes métropoles attirent de plus en plus de monde, et je ne pense pas que le phénomène va s'inverser. On va pouvoir développer le fait d'être virtuellement dans un même lieu avec le télétravail, le tiers-lieu, et donc en réduisant en fait les flux et en ne se déplaçant pas forcément tous les jours. Après, je ne pense pas qu'on arrivera à passer une semaine de travail dans un tiers-lieu ou chez soi en télétravail. Je crois fondamentalement que pour avancer, les gens ont besoin de se voir, de créer des interactions humaines qui sont fortes, et les gens ont un désir de mobilité qui est hyper naturel. Donc il va falloir qu'on résout ces problématiques de transport parce que les gens voudront toujours se déplacer. Allez-y, moi je cherche. Bah, il y a eu une anomalie historique dans notre civilisation, c'est la découverte du pétrole, et tout d'un coup on a eu une source d'énergie qu'on pensait inépuisable et complètement dingue, qui a fait qu'on a façonné notre société autour de ça. Ça fait 40 ans qu'on sait que ça nous court à une mort certaine, ça nous fait courir à une mort certaine. De notre civilisation, de l'humanité, mais derrière de toutes les espèces. On a 80% des espèces qui ont disparu en Europe, il y a 200 espèces qui disparaissent chaque jour. On va vers une extinction de masse, et on sait que tout ça est lié à notre activité et à l'utilisation du pétrole qui génère des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut absolument transformer ce modèle-là. On a 10 ans pour le faire, et effectivement ça a augmenté la question de la perception de la distance, c'est-à-dire qu'on bouge de plus en plus, on va de plus en plus loin, de plus en plus vite, de manière croissante et continue. Et effectivement il faut imaginer des modes de vie qui soient neutres. Pour ça, on peut marcher, on peut prendre le vélo. Un transport autonome, ça veut dire qu'il faut déployer un réseau de 5G, et la 5G c'est extrêmement consommateur. Aujourd'hui le numérique a un impact considérable. Netflix c'est 15% du trafic internet mondial, Netflix seulement, juste en regardant des films. Et une voiture qui roule et qui envoie des signaux pour savoir à quelle vitesse elle doit rouler, pour comprendre l'environnement ambiant et savoir ce qu'elle doit faire, c'est une augmentation de cette consommation à la massive. Donc ce n'est pas la solution. La seule solution, c'est de réduire drastiquement notre consommation. La seule solution, c'est la sobriété. C'est parfait. La seule solution, c'est de ralentir. On n'a pas le choix. Et ça va être chouette. Ça va être génial de ralentir. Il faut qu'on relocalise tout ce qui aujourd'hui est loin, il doit être moins loin. C'est-à-dire que tout ce qu'on consomme et qui vient de très loin, on doit arrêter de le consommer, on doit réussir à le produire dans un rayon extrêmement local, sur notre nourriture, sur tous nos biens de consommation, sur notre habillement, que nos lieux de travail soient beaucoup moins loin. Ça, c'est évidemment c'est ce qui doit se passer dans les 10 ans qui viennent. Et ça veut dire avoir uniquement des transports qui sont extrêmement sobres, au-delà d'être propre, parce que la propreté, c'est un concept compliqué. Et il va y avoir certains modes de transport polluants qui vont continuer d'exister, mais ils doivent rester extrêmement minoritaires dans des cas d'urgence. C'est-à-dire qu'on va utiliser des hélicoptères peut-être, mais ce sera uniquement pour des hôpitaux si on a quelqu'un qui est sur le point de mourir. Et ce sera minimal, mais on a cette technologie, et donc on peut l'utiliser quand c'est absolument indispensable. Mais le reste de la société, tout ça, on va complètement ralentir, et on va avoir des transports qui n'émettront pas. Il y a une personne du public qui dit « Comme l'énergie verte est celle qu'on ne consomme pas, la mobilité verte ne serait-elle pas celle où on se déplace à bon escient ?» En fait, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et je suis d'accord qu'en fait, l'idée, c'est de peut-être regarder davantage à une échelle humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se déplace à peu près, chaque Français, 40 km par jour. C'est quand même énorme. Il y a 30 km en voiture. C'est quand même des chiffres gigantesques. Alors, c'est vrai qu'on a le numérique. Et ça, c'est quand même un élément important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de services qu'on peut obtenir, des informations, on n'est pas obligé de se déplacer pour ça, on peut travailler à distance, donc ça ne solutionne pas tout, donc ça va être une combinaison de choses qu'il va falloir en effet considérer. Moi, il y a un autre point quand même, et je pense que vous l'avez pointé à l'instant, il y a aussi la question de comment je consomme, c'est-à-dire qu'il y a le trafic routier que je génère moi quand je me déplace, mais il y a aussi le trafic routier que je génère moi quand j'achète sur Internet. Et le trafic lié aux commandes
sur Amazon, sur tous ces sites marchands, conduisent à énormément d'accroissement du trafic. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut aller vers une sorte de sobriété, sans oublier de se faire plaisir, parce que, évidemment, si on est tout le temps dans une sorte de sanction, dire bah non, je meurs d'envie de cette robe, mais je ne peux pas me l'offrir parce que se faire voilà, plaisir etc. sans surconsommer non plus. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire que comme le plaisir à la consommation, alors il y a un livre d'ailleurs, je sais pas, je vous conseille de le lire, que j'ai écouté hier, Le Bug Humain, un bouquin qui est sorti récemment, qui est par Sébastien Bauer, je crois, ou Soer, je suis désolée, j'écorche son nom sans doute, et justement qui parle des mécanismes du plaisir. Donc plus on consomme, plus on génère l'hormone du plaisir, et donc plus on a envie de reconsommer, ça régénère l'hormone du plaisir, et puis alors là, évidemment, on tombe dans... Donc essayez de s'apprivoiser progressivement et de reprendre plaisir autrement. Et donc, en se déplaçant peut-être davantage à pied, en reprenant plaisir, alors ça dépend où on habite, vous allez me dire, mais essayez de remettre les choses à l'échelle humaine. Et je pense que vraiment, il y a une sorte d'effet boomerang quand on rentre dans cette logique-là, qu'on accepte aussi de prendre un petit peu plus le temps, et bien on savoure. Et je terminerai juste sur un point, on m'a raconté hier une histoire incroyable, c'est dans un master récemment, là, un voyage d'études qui doit être fait dans un pays nordique, et il y a eu un débat, manifestement, le premier débat de ce type avec le corps enseignant. Les élèves, une grande partie des élèves refusent d'y aller en avion, ils veulent prendre le train, mais le train ça va mettre 17 heures. Alors, 17 heures de train au lieu de 2 heures d'avion, évidemment, la question se pose. Mais en même temps, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces 17 heures? Est-ce qu'on peut faire un cours dans le train? Est-ce qu'il y aurait des endroits où on pourrait travailler ensemble, etc. Donc, ça veut dire se réinterroger sur tout ça. Ben, moi, je trouve que ça vaut le coup. Je suis prête à prendre le pari et y aller parce que, voilà, ça ouvre de nouveaux horizons. Et le train de nuit aussi. Développer le train de nuit, qui est une alternative géniale aux grandes distances en avion. Moi, je prends régulièrement le train pour des longues distances, 11h30 pour aller à Rome, 8h30 pour aller à Berlin. C'est génial. On a le temps de se poser, on peut bouquiner, on peut bosser. On n'est pas stressé. Et puis, c'est beau. On reprend la compréhension de ces grandes distances qu'on parcourt et on voit les paysages changer, on voit la météo changer, traverser les montagnes entre la France et l'Italie avant d'arriver à Turin. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Et ça, c'est vraiment merveilleux de le voir. Ça vaut tous les ciels nuageux qu'on voit à travers un hublot d'avion. Vous avez vu, il faut prendre le train. Exactement. Donc, sans vouloir être moralisateur, on arrête AliExpress, on arrête Amazon, on arrête les avocats et on prend le train et on regarde ce qui défile autour de nous. Merci à tous les trois pour votre présence sur cette table ronde. Merci à vous tous et toutes pour votre attention. Et on vous donne rendez-vous dans 5 minutes maintenant parce qu'on a un petit peu dépassé le temps pour la prochaine table ronde. Merci à vous.